Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la crise qui sévit actuellement en Égypte après l'éviction du président démocratiquement élu Mohamed Morsi le mercredi dernier. Aujourd'hui, un autre Égyptien, bien sûr, le président de la Haute Cour constitutionnelle, a prêté serment vendredi et assume l'intérim à la tête de ce pays. Nous allons essayer de revenir sur cette situation. Qu'est-ce qui a poussé l'armée à prendre cette décision? Voilà, autant de questions que beaucoup se posent. Nous avons sur ce plateau deux analystes politiques bien connus de la place de Kinshasa. À ma gauche, immédiatement, le professeur Mathieu Kalele. Il est sociologue, analyste, mais aussi acteur politique bien connu. Professeur, bonsoir. Bonsoir, À cher côté ami. du professeur Kalele, nous avons le professeur Philippe Bioya, qui est professeur d'université, mais aussi expert en relations internationales. Professeur, bonsoir. Voilà, bonsoir à vous tous qui suivez Prof Kalele. On commence avec vous. C'était peut-être c'est que personne n'attendait, une surprise. Le président Mohamed Morsi, élu à peine il y a une année, a été déposé par l'armée égyptienne à la suite justement d'un ultimatum lancé par la haute hiérarchie de l'armée qui faisait en fait qui était là en train de répondre à la population qui exigeait le départ du président. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ce qui est arrivé en Égypte était prévisible? Je pense que oui, c'était tout à fait prévisible. Pas fait en un jour. On a vu venir l'événement. De manière générale, je dirais que c'est une histoire téléguidée par l'Occident qui en est à son troisième épisode. Quand les pays du tiers-monde accèdent à leur indépendance, l'Occident, les anciennes colonies, ont commencé par faire la guerre à ceux qu'ils étiquetaient communistes. Ils les ont liquidés les uns après les autres, généralement par des coups d'État militaires. La deuxième phase, c'est la liquidation des nationalistes, soit par des coups d'État militaires, soit souvent par des assassinats politiques. La troisième phase, c'est celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La liquidation des islamistes. Ce qui arrive en Égypte, là, il faut le prévoir en Centrafrique. Le président qui est musulman là-bas, vous voyez comment on crée le désordre dans le pays, on rend le pays ingouvernable pour le pousser finalement à la sortie. Au Nigeria, ils ont fait exactement la même chose. La constitution nigériane prévoit une succession au pouvoir de manière alternative. Un mandat pour les catholiques, les chrétiens, et puis un mandat pour les musulmans. Mais pour cette fois-ci, le catholique qui est là-bas s'est succédé à lui-même. Les musulmans ont protesté. C'est la raison d'être des Boko Haram. Mais en Égypte, ce n'est pas une surprise. Si vous vous remémorez très bien, la bataille a commencé avec l'institution judiciaire. Oui. C'est elle qui contestait, l'une après les autres, les différentes mesures prises par le président. Quand aux manifestations d'une partie de la population s'attaquant à Morsi, ça c'est des techniques connues de manipulation. Très bien. La CIA a des cellules comme ça pour pousser la population à se révolter et même financer les leaders. Ça s'est fait ici avec Lumumba. On a commencé à déstabiliser en créant l'insécurité. Donc, ce n'est pas une affaire des Égyptiens, c'est une affaire de l'Occident et principalement
de l'Amérique. Très bien. Alors, professeur Biouya, quelle lecture vous faites personnellement de ce qui est arrivé à Mohamed Morsi? C'est vrai, tout le monde se souvient que depuis, le professeur vient de le dire, depuis son élection, il est allé de crise en crise, notamment avec l'armée. Il a fait partir le maréchal Tantaoui. Il est venu avec la Cour constitutionnelle parce que celle-ci ne voulait pas avaliser la constitution qui a été votée par l'Assemblée constituante, qui est composée essentiellement ou en grande partie des frères musulmans. Et aujourd'hui, la population redescend dans la rue et obtient même son départ, même si c'est l'armée qui finalement a joué le dernier rôle. Ben, je pense que il faut pour apprécier ça de façon conséquente et dans le respect en fait de la démocratie mondiale et africaine. Il faut d'abord savoir que le président déchu a voulu en fait confisquer au peuple égyptien sa révolution. Parce que la révolution, il faut voir la structure de la révolution égyptienne. Dans cette révolution, le printemps arabe, en tout cas, tous ceux qui ont étudié le processus doivent savoir qu'il n'y a aucun processus qui aboutit simplement parce que la population s'est mise à réclamer. Que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte, c'est lorsque l'armée et la police se sont joints aux populations que ça a triomphé. Revoyez. Alors, mais que M. Morsi ait confondu, en fait, ses ambitions personnelles et les soucis de la dictature religieuse avec l'histoire de cette révolution, c'était déplorable. Donc, il est venu, il s'inscrit en faux par rapport, en fait, à la logique même de la révolution. L'élection de frères musulmans ne devrait pas, en fait, consacrer les triomphes de frères musulmans et confisquer, en fait, la révolution à tous les Égyptiens. On a combattu Moubarak parce que c'était une dictature militaire. Mais lui, sans se faire prier, sans avoir attendu même de fonctionner, il a commencé par vouloir instaurer la dictature de la charia, la dictature de la religion. Mais je ne sais pas que les Américains aient joué ou n'aient pas joué, mais est-ce que les Égyptiens eux-mêmes, ils n'ont pas compris qu'ils avaient mis là au pouvoir quelqu'un qui ne comprenait en fait pas l'essence de leur histoire? Et puis de toi, je crois qu'il faut prendre, il faut savoir que l'Égypte, ce n'est pas n'importe quel pays. L'Égypte a une position géopolitique importante dans le Moyen-Orient et l'Égypte a une histoire d'arbitrage, en fait, de conflits dans la société, parce que l'armée égyptienne est vraiment l'épine dorsale de l'État égyptien. L'Égypte a au moins un représentant, un défenseur de l'État qui se trouve être l'armée. Et il y a donc une sorte de tradition depuis 1952 et que, généralement, là, on ne permet pas à n'importe qui de faire de n'importe quoi, puisque l'État existe. Et l'État est impersonnel. L'État n'a pas de coloration religieuse et consort là. Il est dans une république en fait, qui n'est pas à 100% islamiste. On ne peut pas vouloir en fait, imposer une dictature de la religion. De 3 ou de 4, mais vous savez que l'armée, pour jouer son vrai rôle en Égypte, l'armée a toujours été autonome par rapport aux autres. Dans ce que, dans la série de provocations ou des essais et d'erreurs de M. Morsi, vous avez identifié qu'il arrive, il s'en prend à tout le monde, il s'en prend à l'armée, en sachant que l'armée est en fait la gardienne de la stabilité, non seulement en Égypte à l'intérieur, mais de la stabilité dans la région. Vous voyez, ce monsieur-là, je crois que, bon, écoute, avec tout le respect, il a été élu, mais je crois qu'il faudrait savoir que l'élection ne suffit pas en elle-même pour stabiliser un pays, pour stabiliser le monde. Je crois que je reviendrai à cela à un niveau de votre question. Merci. Je crois que c'est la leçon, moi ce que je comprends, on doit savoir que ce n'est pas parce qu'on a été élu, même si on est élu à 60%, à 70%, qu'on est tout permis. Très bien. On va revenir. Il y a deux notions que je retiens. C'est d'abord la notion de l'organisation de l'État, mais aussi l'indépendance de l'armée comme de la justice. Oui, professeur Kalele, aujourd'hui, après 3 jours manifestement d'action de rue, on a vu la place Tahrir depuis dimanche, noir de monde.
mais aussi les partisans de Morsi qui donnaient de la voix. Et l'armée est venue. Cette armée, quel pouvoir dispose-t-elle pour pouvoir décider, par exemple, là, de démettre un chef d'État élu et à l'indifférence presque totale de la communauté internationale? Bon, je crois qu'il faut rappeler que ce n'est pas d'aujourd'hui que l'Occident fait la guerre aux frères musulmans. Vous savez que depuis Sadat, Oui. c'était un parti interdit de s'exprimer politiquement. Ils vivaient dans le ghetto et ils ont accepté, mais ils se préparaient. Ils ont développé un réseau de services sociaux qui les a rendus très, très populaires. Donc, quand ils acceptent le pouvoir. D'ailleurs, quand Morsi, à la veille des élections, apparaît comme un pion majeur, il a été invité aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Est-ce qu'ils se sont mis d'accord? C'est l'histoire, ce sont les faits. C'est des stratégies politiques. L'armée, partout, doit être au service du politique. L'armée aux États-Unis d'Amérique ne constitue pas un corps à part. En Belgique non plus, en France non plus. Là, ils ont fait un coup d'État. C'est condamnable, quelle que soit la situation. Et je répète, ils n'ont pas agi d'eux-mêmes. Moubarak, il vient aussi de l'armée. Son prédécesseur, la même chose. Moubarak brimait la population. Il affamait la population. Est-ce que l'Occident a pensé un seul instant à s'en débarrasser? Non. Ici, c'est un problème d'intérêt. On l'a vu partout au monde. Dès que accède au pouvoir quelqu'un qui se soucie des intérêts de son peuple, l'Occident finit par le faire partie. Les Lumumba, les Kabila ici, les Allende en Amérique, etc. C'est le jeu éternel de l'Occident. Les Thomas Sankara, pourquoi on les liquide? Et ceux que l'on met après, ils ne sont pas meilleurs. Kadhafi, le pays était très stable. Et parmi les pays les plus avancés d'Afrique, sinon même de l'Occident, du point de vue social, on l'a liquidé. Quelle est la situation aujourd'hui en Libye? Moi, je pense que le problème, c'est que les Africains, surtout les Africains noirs, nous devons apprendre à être de moins en moins naïfs. Nous vivons dans un monde de loups. Vous allez à l'encontre des intérêts des Occidentaux, ils vous liquident. Alors, professeur, oui, vous allez... Il n'y a pas de justification pour dire que l'armée, c'est un corps autonome et tout. Non, l'armée, on l'a fait intervenir pour débarrasser le pays d'un musulman. Elle a exécuté un ordre qui ne vient pas de l'Égypte, qui ne vient pas d'elle-même, qui vient d'ailleurs. On va voir la suite. Oui. Et puis quand on montre les images, c'est aussi astucieux. On montre les gens qui sont contre Morsi, les gens qui jubilent, et on montre très peu des images de pro-Morsi. Très, très peu. Très bien. Alors, prof, c'est là que je voulais en venir, justement. Aujourd'hui, en fait, les pro-Morsi, on ne sait pas, on sait qu'on a fermé la télévision des frères musulmans, tous les journaux et même l'autorité suprême, le chef suprême de la religion musulmane dans ce pays a été interpellé. Mohamed Morsi lui-même est détenu par l'armée quelque part.
Tout ça, est-ce que ce ne sont pas des éléments qui nous amènent à conclure qu'il y a eu véritablement un coup d'État? Parce qu'au niveau des États-Unis, on dit que ce n'est pas un coup d'État. Il y en a qui disent que c'est la révolution acte 2. Tout ça, c'est pour maquiller un peu cette opération qui a quand même permis d'évincer un président élu démocratiquement. Mais votre erreur, c'est de vouloir vraiment mystifier l'élection. Quand vous parlez de président élu, c'est comme si c'était un dieu. L'élection, c'est un rapport de force. L'élection, c'est quand même quelque chose de sociologique. Je crois que je parle sous le contrôle d'un sociologue. Moi, je ne veux pas en fait fantasmer, aller dans les stéréotypes. Mais on a vu des Égyptiens sortir et demander qu'ils partent. C'est vrai qu'Obama a téléphoné à Morsi pour dire « faites ce que le peuple te demande ». Et l'armée, il faut le considérer d'abord comme une force nationale. Et je voudrais dire au professeur que l'armée américaine est effectivement autonome, parce que vous souvenez-vous de la période de Bill Clinton avec, comment il s'appelait, le noir là qui était... le républicain qui était chef des armées, qui était ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, Powell. Oui. Mais Powell a refusé d'obtempérer aux instructions du président de la République. L'autonomie, il faut rechercher ça. L'autonomie de l'armée, on appelle ça le développement institutionnel. Donc, ce sont des choses qui existent. Chez nous, ça ne marche pas. Il ne faut pas en faire une théorie. Moi, je veux revenir, en fait, à l'histoire plutôt. Il faut comprendre ça. Il faut voir l'histoire de ce qui se passe en Égypte. Mais ça s'est passé ailleurs, ça s'est passé en Mauritanie, ça s'est passé en Guinée, Conakry, avec Amara. À un moment, les militaires sont revenus au pouvoir. Ça se passe ici chez vous, à chaque fois Kabila a été élu, il y a des groupes armés. Et puis on remet pratiquement. Ce n'est pas parce qu'ils ne quittent pas le pouvoir qu'en fait l'élection n'est pas annulée. Ça s'est passé en Algérie, avant longtemps. Les militaires algériens ont bloqué en fait l'élection des fils en 92. C'était la période Non, ce sont des choses. Chaque pays doit développer une dynamique interne. La politique, ce n'est pas toujours de chercher ce que les autres pensent de vous. Et les autres ne peuvent interférer dans vos affaires que si vous, en fait, vous en présentez soit les demandes, le besoin ou des signes de malaise qui préoccupent le monde d'importance géostratégique. Voyons, en fait, ce qui arrive en Égypte comme, en fait, une réalité, en fait, de démocratie en transition. L'Égypte n'a pas encore 2 ans dans l'élection démocratique au sens vrai du terme. Ils tentent une expérience et ils s'aperçoivent tout de suite que c'est une dérive qui se met en place. Et l'intervention de l'armée qui répond à l'appel de la population. Mais c'est ça le plus important. Que cette population, qu'il a été élu. Mais il a été élu, je vous ai dit, peut-être, voici la liste que je fais. Est-ce que ce type-là, si on était en situation normale, est-ce qu'il allait être élu les frères musulmans? Parce qu'ils ont fait presque 51%. Pourquoi? Parce qu'il y avait une pluralité en fait, des candidatures. Parce que c'était en fait la transition. Les rapports de force étaient à définir, n'existaient pas. Mais en fait, il faut voir, nous allons comprendre ça. Bientôt, là, si on organise des élections, nous verrons si réellement les frères musulmans, laissés libres, ils peuvent effectivement en fait, s'imposer à l'ensemble de la population en fait, égyptienne. Je crois qu'il faut accepter que désormais, les partis qui gagnent le pouvoir ne confondent pas leurs ambitions avec les intérêts de la nation. Et je sais déjà en Afrique, je revenais d'une conférence à Abuja au Nigeria, il y a un institut national des études législatives où Rawlings, l'ancien président en fait, du Ghana, a pris la parole pour dire ces choses-là. Aujourd'hui, les élections conduisent à des dictatures constitutionnelles. Des élections donnent en fait, étouffent la démocratie, ne développent pas la démocratie. Donc nous allons accepter les élections simplement parce que ce sont des élections. Les mêmes élections, c'est les Occidentaux qui nous les imposent. Alors, nous les acceptons quand en fait ça nous porte au pouvoir. Alors nous les refusons lorsque ceux qui nous ont suggéré l'alternative estiment que nous n'en faisons pas bon usage. Non, soyons sérieux. Très bien. Alors, professeur Kalele, oui, c'est vrai, Mohamed Morsi peut avoir été victime d'une conspiration internationale, c'est possible, mais depuis son arrivée au pouvoir, il y a quand même eu beaucoup de manifestations, par exemple l'amélioration des conditions de vie des populations, ainsi de suite. Apparemment, on l'accuse d'avoir fait sourde oreille à toutes ces demandes. Les juges qui se sont à un moment donné rebellés, même qui n'ont même pas voulu superviser l'élection, superviser les référendums constitutionnels. Tout ça, il a voulu faire un passage en force. Est-ce qu'il ne paye pas d'une manière ou d'une autre toutes ces erreurs politiques?
la population égyptienne n'a pas commencé à souffrir avec le pouvoir de Morsi. Voilà. Elle était dans la misère. Qu'est-ce qui l'avait poussé à s'en prendre Hosni Moubarak. à Moubarak? Mais vous prenez le pouvoir aujourd'hui, moins d'une année, après 3 mois, les gens se révoltent qu'ils ne se retrouvent pas dans l'heure sociale. Ça se fait où ça? Je dis que c'est manipulé. On en veut aux musulmans parce que c'est depuis toujours qu'on le fait. Le professeur parle du fils en Algérie, mais le fils a été liquidé par qui? Le fils avait gagné toutes les élections à la base. On a arrêté le processus. On a commencé à poursuivre les ténors, Belladj et ses compagnies. Et on a liquidé. C'est la France qui avait arrêté le processus et qui a procédé à la liquidation du fils. C'est ce qui s'est fait aussi en Égypte. On dépose Morsi, mais on s'en prend aux chefs religieux des frères musulmans. Oui. Mais il faut voir ça dans un angle un peu plus large. Plus large. Lorsque c'est ça, ma thèse, je crois, elle est étayée par les faits. L'Occident n'accepte pas au pouvoir dans le tiers-monde des gens qui se soucient des intérêts de leur peuple. À l'Inde, au Chili, c'est la même chose. On a monté Pinochet. Les chars sont même entrés dans le palais présidentiel. Au Venezuela, ils ont tenté. Il y a combien de coups d'État qui ont échoué? Là, quand vous passez au pouvoir pour servir leurs intérêts, plus que les intérêts de votre peuple, vous pouvez faire 30, 40 ans, comme les Moubarak, comme les Mobutu Sese Seko. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous allez dans un autre sens, on vous met sur le dos tous les péchés d'Israël. Et comme la population n'est pas encore très mûre, la population suit les ordres de ces bourreaux. Ils se ravisent après. Et les intellectuels, parce qu'être intellectuel ne signifie pas être mûr politiquement. Les gens vous refusent le bonheur. Et ils viennent après avec de l'argent, de la farine, du maïs, pour vous donner des aides au développement. Et on accepte béatement. Donc c'est un problème de maturité. Très bien. Alors, prof Bioya, ce que le prof dit, c'est quand même aussi révélateur d'une manière ou d'une autre, d'un complot. Comment peut-il arriver que le jour où l'ultimatum de l'armée arrive à terme, à expiration, la conférence, lorsque le général El-Sisi annonce le cahier le programme de la transition, on voit même Mohamed El Baradei, qui est un opposant connu, qui se trouve aussi dans la salle, et d'autres personnes. Déjà, plusieurs ministres ont démissionné avant même l'expiration de l'ultimatum. Ça veut dire que tout le monde était déjà informé de ce qui s'est tramé. Non, pas informé, mais parce que les gens... Mais écoutez, quand il y a dérive du pouvoir, mais tout le monde le constate, y compris même les gens, les membres du gouvernement. Quand un ministre des Affaires étrangères quitte le gouvernement, je crois dans tout le gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, c'est la deuxième personnalité. Quand un ministre des Affaires étrangères quitte le gouvernement, est-ce qu'il y a encore gouvernement? Est-ce qu'on a dit que c'est à instigation des Américains? Mais regardez ce qui se passe en Tunisie pour qu'on comprenne, pour que, en fait, je ne veux pas, moi je ne conteste pas, mais je pense qu'on peut atténuer. Mais regardez, les musulmans, ils sont au pouvoir en Tunisie. Oui. La France n'a pas d'influence là-bas. Mais les dérives, on l'a constaté. On a même vu qu'on réprime même les manifestants en Tunisie. Mais c'est parce que peut-être la population tunisienne n'a pas encore estimé qu'il faut en fait que l'autre la dégage
Mais en Égypte, je ne pense pas qu'on évoque des raisons. D'ailleurs, ce que vous avez vu avec les militaires, ça montre que les militaires n'ont pas fait ce show-là simplement à partir des intérêts militaires. Ils ont fait de la consultation. Ils ont consulté des forces de la société. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que le professeur Kalele qui ne rate pas les informations, il suit tout ce qu'on en fait. On demande la réconciliation. Si on arrête des chefs de la confrérie, mais c'est parce qu'ils font des déclarations incendiaires. Ils appellent à la guerre civile. Mais quel est le gouvernement, quel est le républicain? Je voudrais que le professeur Kalele parle en républicain ou en démocrate. Il ne faut pas parler en philosophe ou en anti-impérialiste. Parce que l'anti-impérialisme, ça devient une sorte de fantasme, de mystification. Parce que nous sommes au jour d'aujourd'hui dans la mondialisation, je crois, les fantasmes d'impérialisme, tout ça, ça n'existe plus. Les États-Unis ont bel et bien des intérêts dans la région, notamment en Égypte, parce qu'ils financent l'armée égyptienne. Oui. Mais ce n'est pas l'Amérique qui a demandé à l'armée égyptienne d'intervenir. D'ailleurs, ce matin, d'après les informations que j'ai eues, le commandant qui a ordonné l'arrestation de Morsi, mais toute sa famille est en fait islamique ou musulman. Toute la famille. Mais il n'a donc pas agi, en fait, pour des raisons. Il n'a pas fait de sentiment. Et je pense qu'il faut, en fait, lui accorder, en fait, le bénéfice, peut-être de, je ne sais pas quoi, du patriotisme égyptien, parce que le patriotisme n'est pas seulement le lot des Congolais. Les Égyptiens sont patriotes aussi. L'amour du pays, professeur Kalele, c'est plus important que les triomphes des idéologies. Les idéologies, moi, je ne suis pas contre les idéologies. Nous avons été ici, Est, Ouest et communistes et consorts. Mais demain, que islamisme et catholiques s'affrontent. Au Nigeria, tout à l'heure, là, je ne vais pas laisser dire le professeur n'importe quoi, mais Goodluck était adjoint. Il a terminé un mandat qui n'était pas le sien. Il était déjà devenu président, en fait, par le décès de celui qui était le titulaire. Il y avait une élection qui était organisée. Alors, il s'est posé notre problème. Il était déjà candidat, il était président. Il était candidat, bien sûr. Il était vice-président. Il est devenu, par un coup de chance, président. Alors, maintenant, je crois que ce n'était pas tellement en termes de religion, c'était en termes de province ou de géographie que le problème s'était posé. Alors, si ça s'est résolu, comme ça s'est résolu, mais il ne faut pas toujours, en fait, acculer les gens. Tous les peuples ne sont pas comme des Congolais qui font des impasses sur tout, qui ne savent pas négocier, qui ne savent pas discuter, qui ne savent pas s'affronter et qui n'évoluent pas avec l'État. On ne subit pas toujours les principes que l'on fait. On a besoin, pour organiser une action, d'émettre des dictées de principes, mais on ne vit pas des principes que l'on met en place. Très bien. Alors, c'est ça la politique. Prof Kalele, aujourd'hui, ce qui arrive en Égypte, on peut le dire, les islamistes sont quand même aujourd'hui au pouvoir en Égypte, même s'ils ont été déposés il y a 2 jours, mais aussi en Tunisie et même au Maroc actuellement. Au Maroc, partout. Seuls, en Libye, ils sont dans des confusions terribles. Alors, ils ne sont pas du gouvernement. mais apparemment, ça ne semble pas marcher. Est-ce que c'est peut-être pas la politique sociale que ces gens-là amènent qui fait que la population se retourne? S'il y a eu quand même de martyrs en Tunisie ou en Égypte, c'est pour que la population aspire à un bien-être. C'est ça. Oui, mais monsieur, vous savez qu'il y a islam et islam. Ils disent pour les uns c'est des extrémistes, pour les autres c'est des modérés. Oui. Mais si on met au pouvoir des musulmans qui n'ont des musulmans que le nom, dans le reste sont leurs valets, c'est normal qu'ils les laissent au pouvoir. Revenons à des faits d'histoire. Il y a eu élection en Égypte. La majorité se prononçait pour Morsi. Voilà. Même avec un écart d'une demi-voix de plus, il a été élu. Oui. L'armée était là. Moubarak se faisait nommer. Il a cumulé plusieurs mandats. Est-ce que l'armée ne s'est jamais soulevée contre Moubarak? Les Américains ne voyaient pas. Comme en Tunisie. Ici aussi, Lumumba a gagné en popularité. Nous savons ce qui lui est arrivé. On a tout fait pour l'empêcher de gouverner. On a provoqué sciemment la sécession katangaise. Ce n'était pas une affaire des Katangais, c'était les Blancs. On a provoqué sciemment la sécession du Sud Kasaï.
pour des troubles à gauche, à droite. Pendant qu'au Katanga, on poursuivait les Kassaïens dans leur ensemble, les mêmes Blancs vont à Louabourg, qui est du Kasaï occidental, instrumentaliser Monseigneur Bernard Mels pour créer la guerre, le Louwa-Balouba. Les gens chassaient ensemble du Katanga et ils viennent se bouffer chez eux. Et dès que Lumumba est liquidé, toutes ces sécessions, on les a vues disparaître. Ce n'était pas une affaire de Congolais. Ailleurs, c'est pareil. Mais qui crée la misère, le fond de la misère dans nos pays, c'est eux. La politique budgétaire qu'on applique ici, donc Kengo s'était fait champion. La rigueur pour la rigueur, ça venait de quel Congolais? C'est la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. La prise en charge des enseignants par les parents, déjà eux-mêmes laminés par la misère, c'est venu de quel Congolais? La Banque mondiale, le Fonds monétaire, utilisant l'Église catholique et l'Église kimbanguiste du temps de Diangenda. Donc, ils vous créent la misère, et puisque vous êtes politiquement analphabètes, ils vous font croire que ce sont vos dirigeants qu'eux-mêmes ont mis en place qui vous font souffrir. Et quand vous vous soulevez contre ces dirigeants-là, c'est eux qui viennent les protéger. C'est un jeu très subtil, mais il faut entrer dans les méandres pour les comprendre. On peut dire aujourd'hui, par exemple au Congo, qu'on est en crise, les gens meurent de faim. Quel blanc vous voyez ici mourir de faim? Il y a des chèques, quel enfant de Libanais ou d'Indo-Pakistanais vous voyez sur la rue ici comme chèque? On crée la misère qui leur profite eux, mais c'est quand vous bougez à leur intérêt qu'à ce moment-là, ils manipulent certains individus. Très bien. Alors, qu'on remette en place les gens de leur obédience. très bien. Alors, prof Vioya, il y a l'actuel l'homme fort de l'Égypte. Est-ce que c'est le président par intérim Adli Mansour, qui était jusque-là président de la Cour constitutionnelle, qui dirige actuellement l'État, ou alors c'est la toute-puissante armée qui a décidé de mettre ce pouvoir en place? Non, l'armée a fait des arbitrages. L'armée n'est pas revenue au pouvoir. L'armée a donné le pouvoir aux technocrates. Hein, et les technocrates vont organiser la transition. Et puis on va sous la surveillance de l'armée, bien sûr. Mais je crois que le Nigeria aujourd'hui, s'il y a en fait un semblant de démocratie au Nigeria, mais on le doit à qui? On le doit aux militaires. On le doit aux militaires. Et je crois vous avoir dit que si on suit, si le professeur observe comme moi, en fait, l'actualité de l'histoire de la démocratie ces dernières années en Afrique, mais de plus en plus, et on assiste à des interventions militaires dans la politique qui sont des interventions de déstabilisation. J'ai cité la Mauritanie, j'ai cité la Guinée-Conakry. Et on doit citer. Mais ça, c'est l'analyse. C'est l'analyse, en moins, de la science politique. C'est des faits. On le voit. Mais je voudrais qu'on avance. Je voudrais que le professeur nous aide à comprendre ce qui se passe en Égypte parce que c'est bon. Parce que les références à l'histoire, même les références à l'histoire, les Balouba et les Loua se sont mangés, mais c'est l'histoire qui commence en l'année 59. Lumumba n'existe même pas encore comme Premier ministre, ce n'est pas pour l'empêcher quoi que ce soit. Peut-être c'est la politique de diviser pour mieux régner. Ça n'a pas tellement de rapport. Parce que Lumumba, les plus grands ennemis de Lumumba, c'est chez vous là-bas, c'est Kalonji, c'est les Tshisekedi et les consorts là. Est-ce que c'était les Américains qu'on lui ait mis sur le dos de Lumumba, les massacres de Bakwanga? Mais c'est peut-être Mobutu avec les autres, mais c'était interne, c'était pas d'abord avant tout les Américains. Moi, je voudrais que nous revenions à ce qui peut nous aider de comprendre. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que les Africains, eh bien, nous ne sommes en fait rien. La politique, nous ne la connaissons pas et qu'on nous manipule, on nous manipulera toujours. Parce que d'un acteur politique, je n'accepte pas. D'un professeur, je peux accepter. Mais d'un acteur politique, je n'accepte pas ces explications. Hein? Le problème, c'est pour que aussi la démocratie congolaise marche bien, il faut que, à travers l'Égypte,
que les politiciens, y compris le professeur Kalele, comprennent que, en fait, le peuple, nous ne sommes pas avec vos marchepieds, on ne vous donne pas le pouvoir pour que vous en fassiez n'importe quoi. On vous donne le pouvoir pour vous contrôler et on vous donne le mandat. L'élection est un contrat. Que vous soyez élu, vous n'êtes pas élu parce que vous êtes le plus beau. Morsi, mais il a été élu, c'est-à-dire qu'il a fait un contrat avec le peuple. Quand on est élu, on n'est plus le chef de son parti. Mais il a fait une année, il ne fait que quoi? Il ne fait que, en fait, mais la morale, on ne mange pas la morale. La politique, ce n'est pas pour la morale. Il fait la religion. La religion, c'est dans l'Église. Ce n'est pas, en fait, sur le trône de l'État. On va revenir alors, sur... Est-ce que le procès peut démontrer que Morsi a posé des actes qui n'aient eu comme considération la volonté de réduire la misère, le social? Très bien. Mais moraliser les gens jusqu'à quoi? On va revenir sur les leçons à tirer de ce qui se passe en Égypte. Professeur Kalele, c'est vrai... Aujourd'hui, Mohamed Morsi, peut-être, il appelle lui-même à résister. Et ses partisans appellent d'ailleurs je ne sais pas, ils vont arriver à des djihad ou quelle sorte de méthode ils vont utiliser pour reprendre leur pouvoir. Est-ce qu'on ne va pas là droit vers une guerre civile en Égypte? Mais c'est ce que vous avez en Libye. Vous savez que le professeur le sait aussi. Hein? Il y a beaucoup de publications qu'il a lues, les assassins financiers. C'est une stratégie et elle vient encore toujours du leadership américain. Quand un pays du tiers-monde se stabilise, il y a des mécanismes économiques, politiques et militaires pour le déstabiliser sciemment. Autant eux, les Occidentaux, ne se laissent pas faire lorsque leurs intérêts sont mis en danger, autant les autres, les peuples de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine, il faut leur conseiller de ne pas se laisser faire quand on piétine leurs intérêts. Il n'y a personne qui doit souffrir pour faire plaisir à d'autres personnes. Il ne faut pas venir ici nous prêcher la démocratie, c'est par les élections conditionner la prétendue aide au respect des règles diplomatiques et en même temps on fomente des coups d'État. Le professeur, il doit même avoir ça dans ses archives. Je ne crois, à moins qu'on les lui ait volés. Il a lu les publications du monde diplomatique en 10 séries des années 85. Les militaires au pouvoir dans le tiers-monde. Il le sait très bien. Depuis l'Amérique latine jusqu'en Afrique, en passant par l'Asie, c'était l'Amérique. Le prof le sait, parce que c'est aussi ses amis, les Français. La cellule Focard, elle faisait quoi? Elle plaçait et elle faisait et défaisait les leaders, particulièrement en Afrique. Tout ça, ça s'appelle aussi démocratie. Voilà, très bien. Alors, nous allons maintenant chuter, prof Bioya. La place Tahrir est devenue un symbole, une véritable référence dans le monde musulman, je voulais dire, mais dans le monde arabe, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique. Est-ce qu'il y a risque de contagion de ce qui se passe en Égypte, dans d'autres pays d'Afrique? Ben, ça, c'est naturel. Ça devrait arriver, même si j'ai un ami, professeur belge, qui me parle de l'excédent culturel de crise. C'est-à-dire que toute crise produit en fait un ensemble d'éléments qui en fait s'exportent dans le temps jusqu'à ce qu'ils trouvent un moment d'incubation et ça produit une culture. Et ça a commencé, ça se poursuit, ça finira certainement, d'une manière ou d'autre. Parce qu'en fait, dans ce genre de choses, on se laisse influencer, hein, on n'enseigne pas. Mais j'aimerais avant de conclure, dire au prof que c'est vrai que tout ce qu'il dit là, c'est vrai, mais c'était pour une époque. C'était le temps de la guerre froide, c'était ceci. Mais aujourd'hui, sinon, si les États-Unis étaient là seulement pour empêcher les pays du tiers-monde à se développer, la Chine ne serait pas ce qu'elle est devenue, parce que la Chine, elle est devenue ce qu'elle est devenue avec les technologies des États-Unis. Singapour ne serait pas ce qu'elle est devenue, le Brésil ne serait pas ce qu'il y a énormément, un peu. Il y a Sophie Bessis qui a écrit un livre, La dernière frontière, la tentation de l'Occident, où on démontre la question que nous nous posons, pourquoi les Américains ont pu utiliser une sorte de géopolitique
discriminatoire. Ils ont aidé des pays comme la Corée du Sud et consorts à se développer à cause de leurs intérêts géostratégiques ou géopolitiques, mais en Afrique, que cela ne se fasse pas. Mais c'est peut-être parce que notre culture politique, notre culture démocratique, c'est ça qu'il faut défendre, notre culture d'État. Et je ne suis pas... Je sais que quand vous êtes faible, quand vous ne savez pas vous organiser, et quand, comme la RDC, vous êtes un site d'intérêt géoéconomique, géostratégique pour le monde entier, on ne va pas vous laisser, en fait, vous débrouiller tous les jours. On s'occupera de vous. Mais ce que je veux dire, ce qui est important au jour d'aujourd'hui, c'est que l'Égypte est une grande nation et les Égyptiens sont un grand peuple. Parce que c'est cela, ils sont arrivés à maturité. Ils savent se donner des dirigeants et ils savent en fait les faire. Je crois que c'est ça la plus grande leçon. Ce n'est pas de savoir s'ils sont manipulés ou pas. Parce que les Américains, écoutez, mais est-ce que les Américains, mais pourquoi ils ne manipulent pas les Tunisiens? Pourquoi est-ce qu'ils ne manipulent pas les Libyens? Parce que là-bas, on les a tués même. On les a canardés. Pourquoi ils iraient seulement manipuler les Égyptiens? Reconnaissons le mérite du peuple, en fait, égyptien. Merci. Travaillons à ce que les citoyens, que la citoyenneté ait un sens. On ne peut pas être citoyen d'un pays quand on ne sait pas quels sont ses droits et comment en fait les défendre. Et je voudrais que l'opposition congolaise apprenne à lutter. Parce que c'est une opposition qui ne lutte pas. Une opposition qui attend toujours des accords, qui pense toujours que la faveur va tomber du ciel. Non, les Américains, ils aident ceux qui cèdent. Hein? Alors, il n'est pas aujourd'hui dans la mondialisation que l'Amérique aide à supposer que les Américains aient aidé les Égyptiens. C'est parce que les Égyptiens se sont aidés d'abord eux-mêmes. Alors, professeur Kalele, pour vous, quelles sont les leçons que nous devons tirer de la situation en Égypte? Ça, c'est la première. Et la deuxième, est-ce qu'il y a risque de contamination ou de contagion dans toute la région de l'Afrique du Nord? Parce qu'on a vu, c'est parti en Tunisie, l'Égypte a suivi, la Libye a déposé Kadhafi. À un moment donné, le Maroc aussi commençait à bouger. L'Algérie aussi, mais ça a bloqué. La Chine aussi. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce que l'on appelle désormais l'été arabe peut encore avoir de l'influence sur cet espace? Je suis d'accord avec le prof Bioya sur certains points, que les causes externes bénéficient des faiblesses des causes internes pour agir. Là, nous sommes d'accord. Que nous avons à faire des efforts pour devenir forts. Nous sommes d'accord. Mais certaines affirmations risquent de déraper. Je crois que le problème de l'indépendance, de la souveraineté, du bien-être des citoyens dans un pays, ce n'est pas le problème de l'opposition et non du pouvoir. C'est le problème de tous les leaders. De tous les leaders. Je crois que ça doit être compris. Quant à la contagion, oui, c'est la connexion universelle des phénomènes. Il y a révolution culturelle en Chine, 66. Elle embrase la France en 68, jusqu'à la chute de De Gaulle, qu'on croyait inamovible. Une année après, elle embrase l'Afrique, dont Kinshasa, l'Ovanium, le 4 juin. Les gens se contaminent dans le bien comme dans le mal. C'est à prévoir. Lorsque au Congo ici, les élections 2011, chaotiques, nous avons entendu les Congolais, Tokosa la Tunisie, c'est aussi par contagion. Donc il faut le prévoir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes dans une situation de rapport de force. Vous êtes fort, on vous respecte. Vous êtes faible, il n'y a pas de droit de l'homme. C'est de la poésie. Le droit de l'homme pour les faibles. On marche sur vous. Là, je veux dire que nous sommes d'accord que nous devons
apprendre, nous, Africains, à mûrir politiquement, à nous aguerrir et à revoir notre philosophie de la mort pour savoir que les intérêts, on les conquiert. Il y en a qui meurent, il y en a qui survivent, mais il faut savoir les défendre à un moment donné. Mais je ne suis pas d'accord non plus que quand le prof dit l'Amérique a laissé évoluer la Chine, c'est faux. La Chine a arraché son indépendance, son développement économique. Combien de fois n'a-t-elle pas été bloquée pour simplement siéger à l'ONU? Donc, l'Occident a subi la Chine. Il y a eu même blocus pendant des années. La Chine a travaillé de l'intérieur, elle s'est développée, elle s'est imposée aujourd'hui partout, au point tel que les Occidentaux recourent aux financiers chinois pour venir créer du travail chez eux. Même le voyage, le voyage du président chinois. Non, ce monsieur ici, c'est Barack Obama. Mais il vient après le président chinois. Voilà. Donc, le marché. Merci parce beaucoup. Que la Chine est devenue forte. Merci beaucoup, Prof. Kalele. Merci, Prof. Biouya, pour toutes ces analyses. Moi, je retiens que ce qui s'est fait en Égypte, c'est une question de rapport de force. Ici, exactement, il y a la communauté internationale qui influe, mais les peuples doivent aussi avoir la maturité et aux acteurs politiques locaux de ne pas confondre leurs intérêts personnels avec l'avenir de toute une nation. Lorsque vous êtes au pouvoir, que ce soit par les élections, il faut savoir aussi que il y a la population qui regarde, il y a la grande majorité peut-être de la population, ceux qui ont élu et ceux qui ne vous ont pas élu, qui sont là, qui ont aussi besoin de bénéficier de tout. C'est interdit de se produire en aventure. Voilà, donc c'est ce qui est arrivé au président Mohamed Morsi, mais ce qu'il faut toujours dire, c'est condamner des coups de force parce que ça n'avance pas l'Afrique, parce que c'est une... il y a des coups de force qui sont... Très bien. Merci, professeur. Encore une fois de plus, c'est à vous qui avez suivi cette émission spéciale qui a été essentiellement consacrée à la situation en Égypte. Le prochain rendez-vous, c'est peut-être déjà pour les jours qui viennent, mais dans l'entretemps, restez avec nous sur Télé 7. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.